La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je reçois Aline Garnier qui va nous partager son expérience de comment elle est passée de solopreneur à avoir sa petite équipe autour d'elle. Vous allez voir que c'est pas du tout un processus qui s'improvise. Du coup, je vous laisse avec notre échange et surtout ses conseils. Hello Aline, bienvenue dans le podcast La vérité si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de délégation, pour avoir tes tips pour savoir comment tu es passé de solopreneur à construire une petite équipe. Pour commencer, je te laisse te présenter. Oui, merci Fiona de m'accueillir dans ton podcast. Donc moi, je m'appelle Aline Garnier, j'ai 2 activités. La première, je suis coach sportif spécialisée dans les douleurs chroniques aux genoux. Ça s'appelle Bouge tes genoux et je travaille principalement en ligne. Et puis, j'ai une deuxième activité qui s'appelle Le Phare des entrepreneurs, où je suis coach et formatrice pour aider les entrepreneurs à clarifier leur communication, à simplifier leur stratégie pour trouver des clients. Double casquette du coup. Exactement. Et plus par rapport au sujet du jour, j'ai embauché ma première alternante l'année dernière. Et là, donc elle est partie au bout d'une année. En septembre, j'ai embauché une deuxième alternante. Et puis en janvier, une nouvelle alternante qui vient de mettre fin à son contrat. Donc, je pourrais vous parler un petit peu de tout ça. Trop bien. Et du coup, comment justement tu t'es décidée à embaucher ta première alternante? Comment tu t'es dit, bah voilà, là c'est le bon moment, parce que je sais qu'à chaque fois, généralement, on le fait soit trop tôt, soit trop tard. Il y a beaucoup de peur aussi autour de tout ça. Donc, quand est-ce que toi, tu as su que c'était le bon moment pour déléguer? Et pourquoi avoir choisi aussi une alternante et pas un salarié ou une personne en freelance? Ouais, tu as raison, hein, on embauche toujours trop tard ou trop tôt. Donc, pour moi, on ne peut jamais embaucher au bon moment. Pourquoi je dis ça? Ça va redonner le contexte aussi, hein. Trop tôt parce que les premières fois où on va embaucher, on n'a pas forcément une visibilité énorme sur ses finances. On ne l'a jamais fait, donc c'est source de peur, de stress, et on a toujours l'impression que c'est trop tôt. Ou alors, on est complètement noyé, la tête sous l'eau, et embaucher, bien accueillir la personne, que ça fonctionne à plusieurs, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et quand on a déjà la tête sous l'eau, il est trop tard. Donc, c'est très souvent ou trop tôt ou trop tard. Pour moi, c'était plutôt trop tôt, dans le sens où, quand j'ai embauché ma première alternante, j'avais à peine de quoi me payer, moi, et j'ai décidé déjà d'embaucher à ce moment-là. Comment m'est venue l'idée? C'est simplement dans une discussion avec une autre entrepreneuse qui venait d'embaucher une alternante qui m'a dit: Ah, c'est génial, c'est super, moi ça m'aide vachement, et il y a des super aides de l'État, finalement ça peut revenir pas si cher que ça, tu devrais regarder. Et quand elle me l'a dit, je dis: Ouais, c'est pas pour moi j'arrive à peine à me payer, mon CA il est tout petit. Bon, Alice, elle est bien sympa, mais j'y crois pas trop. J'ai quand même regardé et quand j'ai posé les choses, j'ai dit: Ah ouais, oui, c'est possible pour moi, mais je suis morte de trouille. C'est un peu trop tôt, mais j'ai senti au fond de moi, c'est toujours ce que j'ai voulu, ne pas être toute seule, et donc j'y suis allée. Et du coup, je rebondis par rapport à l'État. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'aide? Je sais que moi, j'avais des clients qui avaient arrêté mon contrat parce qu'ils m'ont dit, en fait, j'étais commission manager pour eux. Et ils m'ont dit, on a trouvé 2 alternants. Et en fait, pour 2 alternants, donc presque à plein temps chez eux, ils payaient, je crois, mais que dalle. Enfin, ils payaient même pas la moitié de ce qu'ils me Ouais. payaient, en fait, pour 2 personnes. Et du coup, j'étais là, bon, ok, je peux pas rivaliser, même si c'est pas les mêmes compétences. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette aide? Par rapport à l'aide de l'État, ouais. Alors, c'est pas là où je suis la plus compétente, hein, et je conseille toujours d'aller se renseigner sur les sites de l'État.gouv.fr, qui sont les sites du gouvernement, pour avoir l'information à jour, parce que notamment, ça change énormément. Donc là, ils viennent de lancer c'est un nouveau type d'aide, et je crois que c'est pour plusieurs années, alors que jusque-là, on avait de la visibilité que pour 1 an ou 2 ans maxi d'affilée. Donc là, il y a un peu plus de visibilité. Moi, quand j'ai embauché la première fois, les aides de l'État étaient plus importantes. Jusqu'au 31 décembre 2022, il y avait 8 000 € d'aide pour la première année d'embauche d'un alternant.
Cette aide, maintenant, elle n'est que de 6 000 euros pour la première année d'embauche. Donc, ils ont diminué de 2 000 euros l'aide. Et après, il faut savoir que ce qu'on va payer pour un alternant, ça va dépendre de 2 facteurs. Un, l'âge de l'alternant. S'il a entre 18 et 20, moins de 18 ans, entre 18 et 21 ans, entre 21 et 25 ans, ou plus de 25 ans, ce n'est pas le même pourcentage du SMIC qu'on va donner, qu'on va devoir payer. L'aide, par contre, elle est fixe. Elle ne bouge pas. L'autre critère qui va changer sur le salaire de l'alternance, c'est si c'est sa première année d'alternance, on va le moins le payer que c'est sa deuxième année d'alternance. Et en fait, la première année, comme moi j'ai embauché une jeune qui avait moins de 21 ans. C'était sa première année d'alternance. J'avais 8 000 euros d'aide sur la première année de son embauche et j'ai fait un contrat d'une seule année. Donc, j'ai profité de cette aide sur l'année. Et là, c'est extrêmement bas puisque le reste à charge employeur était sur le salaire à peu près 70 euros par mois. Il y a quand même des petits frais en plus. Moi, je délègue les fiches de paye ou la médecine du travail, ces petits frais, mais moins de 100 euros par mois pour quelqu'un qui travaillait 3 jours par semaine pour moi pendant une année. Ah oui, quand même. Ça, c'était le cas extrême. Aujourd'hui, c'est plus possible puisque l'aide a changé. Là, mon alternante aujourd'hui, elle a plus de 21 ans. Sa première année d'alternance, sur les anciennes aides, c'était à peu près 300 euros de reste à charge par mois. Avec les nouvelles aides, je pense que ça veut dire qu'on est à peu près à 500 euros par mois de reste à charge pour l'entreprise. D'accord, oui, mais ça reste quand même hyper accessible, je pense. Et comment tu as fait du coup pour choisir enfin, tes maintenant alternantes? Est-ce que tu avais des critères? Est-ce que il y a eu des étapes pour bien recruter? Je sais que ça, c'est une peur que beaucoup de personnes ont de recruter la mauvaise personne, surtout quand on s'engage sur du long terme. Donc, encore une fois, ça peut être pour un alternant, pour un stagiaire, pour même une personne en freelance en fonction. Est-ce qu'il y a des critères à regarder? Ouais, alors j'anime justement un atelier qui s'appelle Équipage sur comment trouver sa perle rare et comment bien débuter sa collaboration. Pour moi, la première partie, la première étape et qui n'est pas visible et auquel les gens ne pensent pas du tout, c'est de bien se connaître soi, en fait. Parce que pour trouver la bonne personne, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on en attend nous. Et donc, comment est-ce qu'on travaille nous, sur quoi on est prêt à faire des compromis ou pas, puisqu'il y aura forcément des compromis à faire, on trouve rarement la personne idéale, exactement pile poil ce qu'on recherche. Donc, sur quels critères je suis prêt à faire des compromis? Sur quels critères c'est vraiment hyper important pour moi? Comment moi j'aime travailler? Comment je veux travailler? Qu'est-ce que j'attends de la personne en face? Est-ce que j'attends quelqu'un qui est plutôt dans l'exécution des tâches? Est-ce que j'attends quelqu'un qui s'implique aussi dans les décisions? Voilà, qu'est-ce que j'en attends? Donc, c'est la première, voilà. Cette première étape qui n'est pas visible, en fait, un peu la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, mais c'est ce travail-là qui va permettre ensuite de mettre les bonnes actions. Et moi, après, je conseille de faire une fiche de poste. Et dans cette fiche de poste, de décrire l'émission, de décrire aussi le savoir-être qu'on attend. Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'être le plus précis possible, le plus concret possible pour que la personne puisse se projeter. Et cette offre d'emploi ou fiche de poste, elle a pour moi comme objectif d'attirer les bonnes personnes et de repousser celles qu'on veut surtout pas. C'est pas d'attirer le plus de candidats possible, mais d'attirer juste les candidats qu'on veut et pas ceux qu'on veut pas. Et voilà. Et troisième élément, moi je trouve qu'il y a des personnes qui peuvent paraître très bien sur le papier, sur le CV, en entretien d'embauche, mais qui pour autant, dans la relation de travail, dans le quotidien du travail, ne correspondent pas toujours à nos attentes et ne sont pas toujours à la hauteur, alors qu'on peut avoir des personnes plus timides, plus introverties, moins bonnes peut-être pour mettre en avant leurs compétences sur un CV, qui seraient bien mieux sur le poste. Et pour moi, la meilleure et la seule manière de savoir si la personne sera compétente ou pas, c'est de lui faire un petit test parce que voilà, par la mise en pratique, au moins, on sait et on voit tout de suite ce qu'il en est. Ainsi qu'il soit en lien avec ce qu'on attend sur le poste, en fait, pour aller... voilà, s'il y a une compétence en particulier que j'attends sur le poste, et d'aller tester cette compétence-là et puis de réfléchir à la tâche pour que ça puisse nous permettre de voir un peu le savoir-être de la personne. Moi, la première alternante, j'avais demandé de rédiger un post LinkedIn et de faire un visuel. Je lui avais donné du contenu, un texte pour qu'elle n'invente pas de zéro non plus. Oui, bien sûr. Et toi, tes alternantes, elles travaillaient du coup avec toi en présentiel ou tout était à Alors, distance? 100% distanciel. Moi, j'habite dans les Hautes-Alpes, dans un petit village. Ma première alternante était à Lille, la deuxième à Lyon, la troisième à Saint-Étienne. Donc, 100% distanciel. Et on peut très, très bien travailler en distanciel. J'ai eu un stagiaire aussi qui m'a dit qu'il avait senti plus de présence d'accompagnement et de soutien en distanciel que ce qu'il avait vécu en entreprise en présentiel. Et en plus, sur ces 2 mois de stage, j'étais un mois en itinérance, en voyage à vélo.
Et il a quand même ressenti ce côté de présence forte et de cohésion d'équipe. Donc, pour moi, le distanciel n'empêche pas ça. Ça met des contraintes, mais ça n'empêche pas du tout ces aspects-là. Et comment justement tu as créé cette dynamique d'équipe du coup? Est-ce que tu as des outils, des conseils à nous partager? Oui, bien sûr. Travailler en distanciel, ça demande de la confiance. Et la confiance, ça demande d'apprendre à se connaître les uns et les autres. Donc, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai proposé une semaine d'intégration, donc 5 jours. J'ai réservé un hébergement. On a été 24 heures sur 24 ensemble. Et cette semaine-là, l'objectif n'était pas de commencer à travailler, mais juste d'apprendre à se connaître. Donc, passer du temps ensemble. Et sur le côté de se poser toutes ces fameuses questions-là qu'on ne se pose pas souvent quand on est en présentiel, de comment je travaille, comment toi tu travailles, qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce qui nous fait peur dans notre relation, de quoi on a besoin pour bien avancer ensemble, sur quoi on veut travailler, et puis de se connaître sur nos expériences passées, sur notre caractère, sur nos modes de fonctionnement. Les 3 premiers jours sur cette semaine-là, c'est vraiment ça, apprendre à se connaître et créer cette confiance-là qui permet ensuite de pouvoir bien bosser en distanciel. Et comment tu faisais du coup pour maintenir ce contact? Tu disais que tu étais beaucoup présente pour les personnes avec qui du coup tu as délégué. Mhm. Est-ce que tu as un fonctionnement particulier pour maintenir cette relation, cette proximité? Oui, alors déjà, on a différents outils, mais notamment Slack, qui est une messagerie instantanée sur lesquels on va échanger régulièrement. On fait des points visio, pas tous les jours, parce qu'on a aussi besoin de temps pour avancer chacun de notre côté. Mais voilà, si on a besoin, on fait des points visio. Et dans ces points visio, je vais aussi, moi, m'assurer que la personne en face, elle est bien dans ses baskets. On ne va pas forcément uniquement parler de l'opérationnel. On travaille par objectif à 1 mois, le premier mois, puis à 3 mois. Donc, on a un point à chaque fois à la fin. Donc, au bout de la première semaine, puis le premier mois, puis tous les 3 mois. On va se prendre souvent 1 heure et demie, voire 2 heures, pour se poser à la fois sur les tâches qui ont été faites, mais aussi sur comment chacun vit la relation, est-ce que les personnes sont bien sur leur mission, comment elles estiment leur charge de travail, l'intérêt des tâches, etc. Et on a vraiment ce moment de discussion-là. Et on a mis en place un petit rituel qui s'appelle le double cerveau, donc 2 fois par mois, soit tous les 15 jours, pendant 1 heure à peu près. Une personne de l'équipe va apprendre quelque chose aux autres personnes. Donc, ça peut être des fois mes alternants qui vont me montrer comment utiliser Canva, puisque je suis nulle en Canva, ou qui vont parler d'un cours qu'elles ont eu en école, ou moi, des fois, qui vais décortiquer une page de vente ou décortiquer un post LinkedIn, ou voilà, n'importe quel sujet où on va échanger, partager. Et c'est aussi un moment où on peut partager les dernières difficultés qu'on a eues et s'aider les uns les autres. Donc, on a ce temps-là 1 fois par mois qu'on appelait le double cerveau. Trop chouette, j'aime beaucoup cet intitulé. Ouais. Et pourquoi du coup tu as préféré, alors je sais pas si c'est une préférence, mais t'as choisi en tout cas de déléguer plutôt avec des alternants et des stagiaires que des freelances à part entière. Est-ce que pour toi il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce que tu peux m'en Ouais. dire plus sur ça? Je pense qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients aux deux, clairement. Moi, je pense que je suis allée vers des alternants. Il y avait une opportunité de l'aide de l'État, sincèrement, et de budget pour moins de 100 euros par mois, d'avoir quelqu'un vu le profil de la personne, c'était 3 jours pleins par semaine avec moi. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, il y avait cet aspect financier par rapport à un freelance. Après, selon quel freelance on prend, sur quelle mission et à combien nous coûte l'alternant, des fois, l'alternant va revenir plus cher qu'un freelance. Hein. Mais moi, il y avait au départ ce critère-là. Mais surtout, le critère le plus important pour moi, c'est que j'avais envie de partager mon aventure entrepreneuriale. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui soit impliqué avec moi dans mon entreprise, qui vive les choses au quotidien, ou quand je dis, bah, tiens, je lancerais bien tel projet, la personne elle sache aussi ce que ça représente pour nos quotidiens, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise, quelle charge de travail ça va apporter. J'ai aussi ce regard à l'intérêt interne au sein de mon entreprise et de partager cette aventure-là. C'est quelque chose qui était important pour moi. Il faut savoir qu'un freelance, il va apporter des connaissances, des compétences qu'on n'a pas forcément. Alors qu'un alternant, il va aussi apporter des connaissances et des compétences dans mes alternants, mais c'est quand même beaucoup de nous qui devons driver, orienter, accompagner, diriger. Qu'un freelance, il va, à l'inverse, des fois, lui, nous conseiller, nous apporter un cadre, etc. On est sur quelque chose de vraiment différent. Et je travaille avec quelques freelances aussi de temps en temps. Et ça va apporter des choses différentes. Et pour moi, c'est hyper complémentaire. Et ça dépend surtout de qu'est-ce qu'on veut. D'où la première étape avant d'embaucher. Mais qu'est-ce que j'attends? Quelqu'un qui m'apporte des compétences ou un truc tout prêt, etc. Il vaut peut-être mieux que je m'oriente vers un freelance.
Si je ne suis pas prêt à passer du temps au début pour intégrer la personne, si je ne suis pas prêt à passer du temps à faire ses points avec quelqu'un régulièrement, etc., comme je le fais moi avec mes alternants, ou ce soit un salarié, hein, c'est peut-être pas la bonne solution. Oui, 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 c'est vrai que c'est deux cas assez différents. Alors moi, j'ai jamais embauché d'alternants, j'ai embauché des Mhm. stagiaires et j'ai des freelances où voilà, chaque mois, ils m'accompagnent. Mais c'est vrai que la grosse différence entre les deux, c'est est-ce que tu as le temps finalement de former, parce que c'est aussi, il faut Mhm. penser aussi à eux, aux alternants stagiaires, c'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre et pour être formés, pour après être sur le terrain ou être leur propre patron. Et alors que les freelances sont vraiment là justement pour te décharger. Est-ce que tu penses que tout le monde, alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais tout le monde peut déléguer? Est-ce que voilà, il faut travailler en amont sa posture, son management, son leadership, ou alors est-ce que ça s'apprend sur le tas? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Déjà, ça dépend beaucoup de l'envie. On peut avoir envie de déléguer, on peut ne pas avoir du tout envie de déléguer. Et on peut avoir une entreprise qui marche très bien en étant tout seul dedans. Tout le monde n'est pas obligé d'aller vers un modèle avec de l'embauche ou de la délégation. J'ai beaucoup appris avec mon alternante et d'embaucher cette première personne a eu un effet de levier énorme sur mon activité. Parce que quand elle est arrivée, c'était un peu la panique de me dire tout est dans ma tête. Comment quelqu'un va pouvoir bosser correctement alors que tout est dans ma tête? Première grande question. Et je voulais préparer son arrivée, faire les choses bien, mettre en place des procédures, des process, etc. Je n'ai pas eu le temps. Et très souvent, c'est comme ça. Si on embauche et que quand même on est bien occupé, quand on entreprend, on est très occupé et on n'a jamais le temps de faire ça. De l'embaucher m'a obligé à faire ça. Sauf qu'on l'a fait ensemble. On a une bibliothèque de connaissances qui s'appelle Slide. Alors, il y a plein d'autres outils qui existent. On utilise Slide, mais ça pourrait être un autre, sur lesquels on va rentrer nos procédures, nos process, etc. Et en fait, on les a tout simplement construits au fur et à mesure. Plutôt que moi passer la connaissance à mon alternante pour qu'elle puisse refaire, et soit pendant que je faisais moi, tout simplement, j'ai enregistré ce que je faisais par écrit où je me suis filmée, tout simplement, pour qu'elle puisse faire. Ou alors, pour des tâches plus complexes sur la première alternante, je lui ai expliqué. En même temps, on enregistrait notre audio, on le mettait dans notre bibliothèque de connaissances et c'est elle, une fois qu'elle avait fait une fois, deux fois, trois fois la tâche, qui mettait une procédure propre. Donc en fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure et on n'est pas obligé d'avoir tout propre, tout créé, pouvoir embaucher. Et des fois, c'est justement l'inverse, c'est d'abord embaucher pour pouvoir mettre ça en place. Et Slide, du coup, la plateforme dont tu parles, c'est un peu comme Notion, tout ça? Un peu, alors je ne connais pas hyper bien Notion. C'est vrai que c'est un outil, donc nous on utilise en gratuit parce qu'on a droit à beaucoup de documents. Ça va être une bibliothèque de connaissances, il y a des canaux, on peut faire des dossiers, des sous-dossiers, on peut intégrer de la vidéo, des images, des listes à puces, ce genre de choses. Et une des premières tâches avec mon alternant, donc cette fameuse semaine d'intégration, ça a été de choisir nos outils. Et donc, on n'est pas parti de quel outil on veut mettre en place, mais on est parti de nos besoins, de quoi on a besoin. On a hésité entre Notion et d'autres outils. Comme on voulait quelque chose de simple et opérationnel, nous on utilise Trello. Trello qui sont des cartes qu'on va amener de colonne en colonne Oui. pour le suivi de nos tâches. On va utiliser Slide pour mettre toutes nos procédures, nos process, etc. Et Slack en messagerie instantanée. Et aujourd'hui, on fonctionne avec ça majoritairement, en tout cas sur la gestion d'équipe. Et moi, ce que je conseille, c'est de ne pas multiplier les outils. Donc, si les personnes sont déjà sur Notion, qu'elles le maîtrisent bien, ça peut être un super lieu pour faire sa bibliothèque de connaissances. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vaut mieux pas s'éparpiller et partir sur plein d'outils parce qu'on se rajoute finalement de la charge mentale, le temps de découvrir l'outil, Ouais, etc. ouais, Ça fait carrément, beaucoup. carrément. Donc, et puis toujours partir du besoin, en fait, de quoi j'ai besoin et de son besoin de choisir un outil. Bien sûr. Et moi, je voulais rebondir plus, parler très rapidement du mindset, parce que hier, j'étais au téléphone avec une entrepreneuse qui me disait, donc elle a un business qui fonctionne très bien, elle gagne très bien sa vie, elle a une grosse communauté, et elle a jamais délégué, rien du tout, alors que, enfin, j'ai été choquée parce que c'est une fille qui, justement, a un gros business, et je lui dis, mais tu délègues rien? Elle me dit non, parce que j'ai ce besoin de contrôler, je suis perfectionniste, j'ai envie de faire les choses aussi à ma manière, au feeling, etc. Du coup, trop de peur et de croyances par rapport au fait de déléguer. Flemme aussi de raconter mon business, ma vision, mes pensées, etc. à une personne. J'ai l'impression que c'est de la perte de temps. Est-ce que tu aurais des conseils, alors plutôt axés Mm. mindset, pour dépasser ses peurs, ses croyances et aussi avancer parce que du coup, on reste dans sa zone de confort à pas vouloir sortir parce on s'auto-sabote Ouais, ouais, parfois. ouais. C'est une question hyper importante. Donc déjà, à cette personne-là, la première chose, c'est que si ça lui convient très bien comme ça, pourquoi pas continuer comme ça sans déléguer? Simplement, ça vaut pour moi la peine de se pencher sur cette question-là, même si ce n'est pas pour embaucher. Moi, par exemple, j'ai eu un arrêt maladie un mois cet automne. Je me suis fait attaquer par un chien. Je me suis retrouvée à ne pas pouvoir rester 2 heures d'affilée devant un ordinateur pour travailler. Arrêt total de l'activité.
Si on est seul dans son business, qu'on n'a aucun process, aucune procédure, rien d'automatisé, qu'on est tout seul, on se retrouve sans rien. Donc, je trouve que c'est important de se poser ces questions-là, même si au final, on ne va pas déléguer et embaucher. Au niveau mindset, tu touches à quelque chose d'hyper important. J'ai très, très mal vécu juste avant l'arrivée de ma première alternante, parce que passer de à son compte à patron, employeur, c'est un sacré switch d'état d'esprit et c'est pas rien. C'est d'accepter que ce sera un challenge, que c'est une autre étape et que ça passe aussi par des moments inconfortables. Il ne peut pas en être autrement. Après, sur le fait de est-ce que la personne va faire moins bien que moi, il y a beaucoup de croyances derrière ça. Et moi, je m'aperçois qu'il y a plein de choses que mes alternantes vont faire mieux que moi. Parce que ce sont des missions où je ne suis pas dans ma zone de confort et où elles le sont plus. Dans Ma ta zone de zone de génie, ouais, génie. pardon. Ouais, c'est pas là où je suis la meilleure, quoi. Pour les designs, je suis nulle en design graphique. Je suis nulle là-dedans. Elles sont bien meilleures que moi là-dedans. Donc, déléguer, aussi bien déléguer et ce côté perfectionniste, c'est donner les bonnes tâches aux bonnes personnes. Donc, dans son recrutement, bah, bien être au clair de ce que je veux déléguer et puis de réfléchir aussi, bah, est-ce que là où je suis moins bon, là où j'ai pas très envie de faire, bah, c'est peut-être les bonnes tâches à déléguer aussi pour nous avoir plus de temps pour là où on est vraiment bon. Et puis, on a d'embaucher, ça oblige à mettre des procédures qualité, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais procédure qualité, c'est-à-dire bah, moi, je rédige le texte d'un email, c'est mon alternante qui le met en forme dans l'autorépondeur, elle m'envoie un mail test, je vérifie le mail test, je valide, elle le programme, elle l'envoie. Donc, il y a cette phase de validation. Ça oblige à dire, bah, c'est quoi une tâche réussie? Qu'est-ce qu'on en attend de nous d'en prendre conscience? Et puis, si ça, c'est bien délégué aussi, les personnes souvent font bien les choses. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de l'ego derrière ça, de dire bah, d'autres personnes peuvent faire aussi bien que moi. Je ne suis pas indispensable dans mon entreprise. Et ça vient toucher l'ego. Et moi, c'était une volonté. Je pars régulièrement en voyage à vélo, en famille, où je travaille beaucoup moins. J'avais cette envie de déléguer là. J'ai cette envie d'être le moins possible indispensable à mon entreprise. Oui, bien sûr, je pense que de toute façon, surtout quand on est à son compte, il faut travailler sur soi, donc la partie aussi développement personnel est hyper présente pour avancer correctement. Donc moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est un processus qui ne s'improvise absolument pas, qu'il y a plein de choses qui sont pas visibles. Donc tu parlais tout à l'heure de la face cachée de l'iceberg, et je pense que ça c'est partout pareil, parce que je vois aussi sur Instagram les personnes qui pensent que pour avoir des clients, bah, il faut avoir une charte graphique, une stratégie de contenu, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière ça pour avoir des résultats. Et puis, bah, du coup, c'est vraiment partir de soi et du coup, bien se connaître globalement. Alors, t'as dit plein de choses, mais ce que je retiens vraiment, c'est déjà bien se connaître avant de vouloir déléguer. Comme ça, au moins, t'es sûr de ce que tu veux, de ce que tu veux déléguer, pourquoi tu veux le déléguer. Et dans ce cas-là, tu peux que réussir la partie délégation pour réussir à construire cette dynamique et avoir une petite équipe à tes côtés. Exactement. Et puis la clé pour que ça marche au quotidien, ça va être vraiment la communication, en fait. Il y a plein de choses qu'on a dans la tête, la personne en face n'a pas accès à ça. Et d'être à distance, nous obliger à faire attention, à exprimer verbalement ses besoins, à exprimer verbalement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, etc. Et c'est ça qui va aussi maintenir ce lien de confiance-là, c'est cette partie de dialogue, en fait. Ouais, ça, c'est la clé pour tout, finalement. Carrément, carrément. Bah, merci beaucoup, Aline, pour cet épisode. C'est tous ces conseils que tu nous as partagés. J'espère sincèrement que ça aidera beaucoup de personnes à passer le cap si certaines ne savaient pas par où commencer, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des actualités à nous Oui, partager? alors, moi, je vais être plutôt active sur tout ce qui est entrepreneuriat sur LinkedIn. Donc, mon profil, c'est Aline Garnier, du phare des entrepreneurs. J'anime un atelier équipage pour les personnes qui voudraient être vraiment accompagnées. C'est un atelier, une demi-journée en co-développement, en pédagogie inversée. On va rentrer plus dans les détails pratiques, concrètes. Voilà, on quitte cette théorie-là, mais on va rentrer vraiment dans le très concret de comment on fait tout ça. Et puis, j'ai une newsletter qui s'appelle Tout Azimut, qui peut être un très bon moyen de commencer à découvrir le phare, où j'apporte un conseil une fois par semaine, issu de ma veille d'entrepreneur. Génial. Bah, merci beaucoup. Je mettrai de toute façon les liens en Mhm. description. Et puis, bah, je te dis à bientôt, Aline. Merci encore.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.